Avant de commencer, je voudrais juste, en préambule, souligner 2 points par rapport à mon intervention. Alors, d'une part, préciser un petit peu ce qu'il faut entendre par la laideur dans l'art. Et en deuxième point, ce qu'il faut entendre par authenticité existentielle. Alors, un premier constat donc, nombreux sont les artistes contemporains qui donnent un rôle inégalé aux corps maltraités, aux chairs flasques, aux organes ou morceaux de corps, mais aussi aux sécrétions, aux viscères, aux déjections. La laideur de ces œuvres paraît indéniable, et pourtant on peut se demander de quoi est-elle le nom. À partir de là, je voudrais préciser que je ne parlerai que de la laideur iconique, c'est-à-dire du sujet de l'œuvre d'art, de ce qui est représenté. Je ne parlerai pas du jugement esthétique ou de la valeur de l'œuvre d'art en elle-même. Dans cette perspective, ce n'est pas l'œuvre d'art qui est jugée laide, mais ce qu'elle représente. Comme l'écrit Aristote dans la Poétique, nous prenons plaisir à contempler les images les plus exactes des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, comme par exemple les formes d'animaux les plus méprisées, type une araignée, un rat, ou des cadavres. De même, au paragraphe 48 de la critique de la faculté de juger, Kant indique que les furies, les maladies, les dévastations de la guerre peuvent, en tant que choses nuisibles, être décrites de très belle façon. En ce sens, l'art est la belle représentation d'une chose et non la représentation d'une chose belle. De ce fait donc, ce qui est insupportable dans la réalité peut, par le traitement qui en est fait, comme le montrera Raymond Paulin, acquérir une terrifiante beauté. Dans cette approche, on l'aura compris, je ne parlerai pas du plaisir ou du déplaisir esthétique, renvoyant au désintéressement kantien, ou au voir pur de Fiedler, car le voir pur implique de mettre de côté le sujet dépeint dans le tableau. Or, dans notre analyse sur la représentation du corps, on ne peut pas faire l'économie du sujet de l'œuvre d'art. Deuxième constat, la représentation du corps dans l'art contemporain donne à voir parfois dans certaines œuvres des corps malmenés sous les coups du temps, de la violence, de la déshumanisation. Cette représentation traduit, comme nous nous attacherons à le développer, une certaine authenticité existentielle. Cette authenticité existentielle s'oppose à ce que l'on pourra appeler une inauthenticité existentielle relative aux corps présentés dans les magazines ou dans les affiches publicitaires. Ces corps hors du temps, légèrement allés, au grain de peau lissé, à l'esthétique parfaite, sont ceux qui nous font rêver à cette belle apparence que nous souhaiterions avoir. Ces images ont sans nul doute contribué à partir de la deuxième moitié du XXe siècle à une inflation sans précédent de la prise en compte de l'apparence corporelle. Elles ont invité l'homme à un travail sur soi de plus en plus conséquent, dont l'impératif, selon la formule d'Yves Michaud, a eu pour règle « sois beau » ou du moins « épargne-nous ta laideur ». La beauté est donc devenue plébéienne, elle s'est démocratisée. Dans les siècles antérieurs, 2 types de beauté coexistaient. La beauté physique, réservée essentiellement à ceux qui avaient les moyens de l'optimiser, et puis la beauté, bien sûr, sanctifiée, sacralisée, représentée dans l'art. À notre époque, grâce à une meilleure hygiène, aux soins du corps, au progrès de la médecine, on peut dire d'une certaine façon que la beauté est descendue dans la rue. Aujourd'hui, tout individu veut être beau, et en cela, il est promu artiste de son apparence. Pour le dire autrement,
la beauté de jadis a été supplantée par la culture de la beauté, par ce que nous pourrions appeler une beauté en culture. De ce fait, on peut supposer, et c'est mon hypothèse, qu'à partir du moment où la beauté a gagné l'espace public, les artistes se sont quelque peu désintéressés de la beauté et se sont tournés plus explicitement, notamment dans l'art contemporain, sur la laideur. Francis Bacon l'affirme, la laideur dans l'art peut être fascinante et intéressante. De même, pour John Waters, le beau est haïssable. Par contre, le laid est une matrice inépuisable d'images aussi excitantes les unes que les autres. La laideur, donc, comme sujet de l'œuvre d'art, a été exploitée par les artistes essentiellement selon 3 axes. Et ce sont ces axes-là qui structureront mon propos. Donc, en premier lieu, la laideur du corps difforme comme contre-critère des canons esthétiques. En second lieu, la laideur comme signe du temps. Je reprends là une formule qu'a développée Muriel Gagnebin dans son ouvrage « La fascination de la laideur », ou la question de la corruption du vivant. Et en troisième lieu, les laideurs de l'homme, ou la question de l'art comme moyen de résistance. Donc, premier point, comme nous l'avons souligné précédemment, dans l'art, il y a eu, dans l'art contemporain notamment, un certain désintéressement de la beauté, mais inversement, dans les images publicitaires, dans les magazines, il y a un total déni de la laideur. Or, certains artistes ont représenté dans leurs œuvres ce qui justement était invisibilisé. Et c'est le cas notamment du corps en surpoids ou du corps obèse, qui à notre époque, comme le note David Le Breton dans son ouvrage Anthropologie du corps, l'obésité est donc un repoussoir absolu, le degré zéro de la valeur. Par contre, dans l'art contemporain, il retrouve droit de cité. Alors, cette œuvre de Lucian Freud montre bien un corps de graisse qui est rendu presque palpable à la perception. Les amas de chair figurent la difformité de la matière. Le corps ne tient plus. Avachi sous le poids, il perd tout maintien. Il s'étale, distendu, soumis à l'adiposité qui le submerge. Il n'est plus qu'un corps flasque. La forme se délite, les seins sont bouffis et la peau veine violacée est comme tuméfiée. Le corps n'est pas seulement nu, il est mis à nu. Il est résumé dans une matière que la graisse pétrit. Pour Lucian Freud, il s'agit de transcrire son modèle avec la plus grande authenticité. Comme il le déclare, pour moi, le tableau est la personne. Et il ajoute, je peins ce que je vois, pas ce que vous souhaitez que je vois. Lucian Freud parvient à saisir le corps tel qu'il est, marqué par un sentiment profond de la vie. Dans une perspective similaire, Jenny Saville, féministe et fascinée par la chirurgie esthétique, en peignant des corps obèses, monumentaux et majestueux, interroge le rapport de la femme à son corps. À la minceur imposée de manière dictatoriale, Jenny Saville répond par la représentation de corps colossaux qui, en nous regardant de haut, imposent leur surpoids. Dans une dimension très différente, John Isaac nous confronte dans cette œuvre à un corps difforme, à une obésité qualifiée de morbide par le monde médical. Dans cette œuvre, la tête recouverte d'un sac semble traduire l'impossibilité de se regarder en face ou de risquer de croiser le regard de l'autre, une autre version. La difformité figurée dans ces œuvres que nous venons de voir
illustre ce qui, depuis l'Antiquité, a été considéré comme une des facettes de la laideur. Le terme grec, aichkros, laid, a été employé par Homère et par Hippocrate pour désigner physiologiquement le difforme. Plus proche de nous, le terme laid, selon le dictionnaire encyclopédique Quilliet, du vieux français laid et du francique laid, caractérise ce qui déplaît à la vue pour quelque défectuosité dans la forme. Plus précisément encore, il est noté dans le dictionnaire Lavaux de 1847 que lorsque la difformité est appliquée à un individu de l'espèce humaine, il est synonyme de laideur. Quant à Étienne Souriau, dans son vocabulaire d'esthétique, il indique également que le difforme n'est donc pas l'informe, mais il a une forme aberrante. Si le difforme échappe à une forme silhouettée par son contour, il diffère en ce sens de l'informe. Et comme l'a noté Yankelevitch, la laideur n'est peut-être rien d'autre que l'absence de toute forme limitante. Renvoyé donc au sensible, à la matière, l'informe appartient au domaine de l'insaisissable, du non-identifiable. On retrouve là une approche qui sera défendue par Aristote, mais aussi par Plotin. La matière, parce qu'elle n'a pas de forme, est le contraire de la beauté, la véritable laideur. Notons d'ailleurs à ce propos que l'informe renvoie au terme grec aschémon. Il est l'antonyme de schéma qui se rapporte au croquis, à l'esquisse, à la figure, à la forme, au schéma. Voilà, j'avais oublié. À partir de là, on peut faire le lien entre le difforme et l'informe avec cette œuvre, toujours de John Isaac. Alors là, on voit que la tête est engloutie dans la graisse, il n'y a plus d'individu qui vaille. Étouffé dans la chair, l'homme n'est plus vraiment homme. Dans cette œuvre, cependant, le corps difforme tend à expulser l'humain qui l'habite. Étouffé dans sa chair, l'homme perd son statut d'individu. Alors là, on va aborder donc la deuxième partie, la laideur, signe du temps ou la corruption du vivant. Si la représentation de la laideur passe par le difforme, comme on l'a vu, et d'une certaine limite par l'informe, c'est aussi car elle ne peut pas ne pas caractériser une matière nécessairement inscrite dans la temporalité. Matière qui ne peut donc, dans cette approche, échapper à la corruption du vivant. Vivant, le corps dès sa naissance se consume, vieillit. Sous les coups du temps, il perd de sa belle apparence. Au fil des ans, sa beauté se laisse lentement corrompre. La beauté ne peut rien contre la laideur, cette fille du temps qui fripe la peau, ôte à l'admirable silhouette son maintien. Native ou acquise, la laideur macule en toute impunité le plus beau des corps. Elle le rend hideux, affreux, toujours déjà vieux. Nombreux sont donc les artistes qui l'ont choisi comme sujet de leur œuvre pour traduire l'irréversibilité du temps qui signe le vieillissement du corps. Ron Muck le montre dans cette représentation de deux femmes âgées en train de discuter. On peut dire que dans cette œuvre, on assiste à une représentation de la vulnérabilité du corps, comme si le corps portait le poids du passé. On pourrait penser à ce propos à ce que disait Baudelaire dans son poème « Les petites vieilles ». Il parle d'être singulier, décrépit et charmant. Vulnérabilité, elles portent donc le poids du passé. Elles échangent quelques mots, mais on voit dans leur posture que le corps a perdu une certaine stature. Honteuses d'exister, comme le dit encore Baudelaire, elles sont un peu des ombres ratatinées.
Deuxième référence de Ron Muck, qui exemplifie là ce qu'il en coûte de vieillir. La peau est ridée, elle a perdu toute grâce. C'est comme si, par l'amaigrissement, le squelette commençait à apparaître à la surface. Alors, on pourrait dire d'une certaine manière que ce n'est pas la vieillesse qui est laide, mais ce qui est advenu et ne correspond plus à la beauté de jadis, à ce que David Le Breton, dans Des visages, appelle le visage de référence. Mais on pourrait dire aussi que la vieillesse que l'on trouve laide est une certaine manière de lire le corps. C'est-à-dire, comme ça a été évoqué ce matin, aucune perception n'est neutre. On ne regarde pas les corps de la même manière, surtout parce que dans la vieillesse, ils sont médiatiquement relativement invisibilisés. Alors, j'ai intégré cette œuvre d'art de Dürer qui s'appelle L'avarice pour montrer la différence de représentation du corps par rapport à l'art contemporain. Dans les siècles antérieurs, on peut dire que la laideur est toujours l'allégorie d'une dimension négative, morale. La laideur va traduire le vice, elle va traduire notamment au travers des femmes, comme c'est le cas là, un certain nombre de dimensions négatives. Alors, troisième point, les laideurs de l'homme ou la question de l'art comme moyen de résistance. Là, j'ai voulu véritablement montrer aussi une autre facette de la laideur, notamment à partir des deux guerres mondiales du XXe siècle, après les camps de concentration, après les massacres et les tueries sur toute la surface du globe. Comme le dira très joliment Todorov, on ne peut plus effectivement représenter les corps humains tranquilles, sereins, épanouis. Et Jean Rustin en est un exemple. L'homme devient une misérable créature. Les corps nus, ou en partie dévêtus, sont à dessein absolument horribles. Ce sont des organes vieillis, flasques, des organismes vieillis, flasques, aux organes sexuels pendouillants comme des fruits rabougris sur une branche morte. Solitaires ou en couple, ces personnages s'exhibent en toute impudence. Hors de toute préoccupation, de toute émotion ou sentiment, ces corps figurent des individus vidés de toute pensée. Ils se contentent d'être. Leur conscience s'est éclipsée. Ce sont, dit Jean Rustin, des images de cadavres vivants. Dans ce monde d'inaction, de déchéance, la laideur devient l'allégorie de l'inintelligible. Et même si elle est, selon les mots du peintre, insoutenable, il faut lui faire face. Paul Ardon l'écrit, « La laideur, loin d'être inutile, rend concret le versant noir de la réalité. Elle lui donne consistance plastique, elle en écrit l'histoire constamment refoulée qu'elle défoule. » Autre dimension de la laideur de l'homme, avec David Nebreda, j'ai choisi deux représentations qui soient les moins virulentes et les moins choquantes. Je vous laisserai découvrir par vous-même d'autres représentations. Donc dans ces œuvres, on lit le malaise du peintre. David Nebreda cherche véritablement à coïncider avec lui-même pour retrouver une conscience d'être qui n'est possible qu'au moyen de la maltraitance de son corps. Il va élaborer donc des photographies.
balafré, tailladé, couturé, ensanglanté, émacié, éthique et couvert de matière fécale, le corps est percé de telle sorte que l'intérieur déborde sur sa surface. Ce projet vital, comme il l'appelle, n'est rien d'autre qu'une tentative d'auto-récupération. Auto-récupération de soi, d'une image de lui-même qui perpétuellement s'efface. En substance, quand l'artiste est cet étranger qu'il ne rencontre que par-delà sa création, c'est en photographiant celui qui disparaît en lui qu'il peut chercher à fixer son image, lui donner un site, un cadre. Et ainsi, l'anéantissement traduit donc l'effort pour achever de naître. La laideur dans cette œuvre est traduite par la tension existante entre la vie et la mort, entre l'écriture de la lumière, que traduit étymologiquement le terme photographie, et le gouffre sans fond entre ce qui vit et ce qui est voué à disparaître, entre création et déjection. On peut noter à ce propos que le terme grec « kakos », qui renvoie entre autres, comme on l'a souligné précédemment, à une matière informe et difforme, dérive de la racine indo-européenne « kaka », que traduit la matière fécale, l'excrément et la défécation, sans compter qu'en latin « kako » veut dire « souiller ». David Nebreda n'est pas le seul plasticien à avoir utilisé ce type de matière dans son œuvre. De nombreux artistes y ont fait référence, et pas seulement par rapport à la matière fécale, mais aussi par rapport à tous les types de fluides corporels. L'utilisation de ces matières révèle aussi autre chose. Les intégrer dans l'art, c'est d'une certaine manière aussi renvoyer l'art non plus à l'immortalité, mais à la finitude, au dépérissement et à la décomposition qui est le destin des organismes vivants. Par rapport à ce type de laideur, c'est un tout autre rapport à l'art qui est donc proposé. Dans cette approche, on peut dire que la laideur n'est jamais sans lien avec ce qu'elle préfigure, à savoir la mort. Signe de la dégénérescence, que celle-ci soit physique, psychologique, sociale ou politique, si la laideur dérange, on l'aura compris, c'est précisément parce qu'elle traduit aussi un des tabous de notre temps, à savoir ce qui caractérise la condition humaine, c'est-à-dire donc notre être mortel. Alors, John Peter Witkin montre exactement ce rapport qui est vraiment prégnant entre la laideur et la mort. Il a été autorisé à pénétrer dans les sous-sols d'une école de médecine de Mexico, alors que les assistants de laboratoire lui ouvraient les armoires funéraires. Il s'est trouvé face à des victimes battues à mort par la police ou mortes dans un accident de voiture. Leur chair puante et pourrissante ont même manqué le faire défaillir. De cet amas de restes humains, il va choisir 15 morceaux de corps et les mettre en scène pour fabriquer des vanités. Par ces photos, l'artiste a voulu traduire l'effondrement des valeurs spirituelles du monde contemporain. La laideur donc qu'il met en scène est donc la laideur du monde, celle qui, loin de se limiter à la dimension physique, est bien, comme on l'a déjà précisé, psychologique, politique et morale. Elle est celle qui interroge, outre les rapports intersubjectifs, ceux relatifs au corps du défunt et à sa mémoire. Alors, cette question est également centrale dans les œuvres d'Andrés Serrano. Alors, lui s'est caché dans une morgue de New York et il a photographié, après la fermeture des lieux, des cadavres enfermés dans les tiroirs.
Comme l'écrit Daniel Arras à propos de ses travaux, donc à propos des travaux de Serrano, finalement, il exige de nous que nous regardions droit dans les yeux ce qu'on a aujourd'hui tendance de plus en plus à écarter, à ne pas vouloir voir et ne pas envisager. Dans la culture médiatique, en effet, culture quelque peu glamour, on ne meurt plus. Les images du corps nous assomment avec leur modèle de jeunesse immuable et de beauté luxurieuse aseptisée. Sorte de rappel donc de notre condition humaine de mortel, de memento mori. Les photos par leur cadrage traduisent, comme l'écrit superbement Daniel Arras, un je ne sais quoi qui n'a plus de nom dans aucune langue. Pour conclure, nous pouvons dire qu'Andrés Serrano rappelle indirectement ce que le philosophe Adorno notait dans son œuvre. L'art doit faire son affaire de ce qui est mis à l'index en tant que laid, non plus pour l'intégrer, l'atténuer ou le réconcilier avec son existence, mais pour dénoncer dans le laid le monde qui le crée et le reproduit à son image. Par-delà la laideur, on l'aura compris, l'artiste, comme l'écrit Amsel Kiefer, produit du sens dans un océan d'absurde, en métamorphosant les choses les plus laides, parfois en splendeur. L'artiste donne vie à la vie. Ainsi, on ne peut que conclure que l'artiste accouche la vie, il la secoue, il la dépouille de son inauthenticité. Et qu'en cela, comme le disait Deleuze, créer, c'est résister. Je vous remercie.